Bonjour, bonjour à tous les participants. Je laisse quelques secondes pour que les connexions se fassent. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je crois qu'on n'est pas au complet puisqu'on a plus de 400 inscrits pour ce troisième atelier de la série organisée par l'association Climate Change sur les données climat en Afrique, sur le continent africain. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je crois qu'il y a pas mal déjà de personnes qui sont arrivées. Donc, on est très nombreux. Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Vanessa Lobin. Je suis membre de l'association Climate Change et je suis également consultante en stratégie, sur tout ce qui a trait aux stratégies d'adaptation au changement climatique, notamment sur le continent africain. Et je suis très heureuse d'animer cet atelier. Pour information, cet atelier est enregistré et par ailleurs un interprétariat en anglais et en français est disponible. Donc, il vous suffit de cliquer sur la petite icône en bas de votre écran pour avoir la traduction en anglais ou en français. Je vous demanderai de bien couper l'ensemble de vos micros pour éviter de perturber l'atelier. Je vais demander à Maury et Eva de bien gérer les micros, si possible. Voilà, merci. Donc, sachant que nous sommes très nombreux, donc il va falloir faire attention à vos micros. Donc, je vais très rapidement introduire l'atelier. Je vous laisserai éventuellement, si vous avez des questions, les poser dans le chat sur lequel on relèvera régulièrement les différentes questions des participants. Mais je vous remercie vraiment de ne pas allumer vos micros, sinon ça va être vraiment très compliqué, vu le nombre que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est 400 inscrits. Donc là, aujourd'hui, vous êtes pour l'instant à peu près 90. Mais ça montre quand même l'intérêt que suscite ce sujet lié aux facteurs d'émission. Et donc, ce troisième atelier s'inscrit dans un cycle de 3 ateliers qui avait été décidé lors du sommet Climate Change à Accra en 2019, où nous avions bien constaté le constat sur la qualité et la robustesse et la disponibilité des données climat en Afrique avait été fait, c'est-à-dire des problèmes généraux liés à ces données climat. Et nous avions décidé de mener en 2020 et 2021, en 2020 en tout cas, une série d'ateliers pour essayer de réfléchir à des solutions pour améliorer l'accès et l'utilisation des données climat, notamment pour les acteurs non étatiques africains. L'objectif de ces ateliers, c'est vraiment d'identifier les initiatives africaines qui permettent d'améliorer l'accès aux données climat et leur gouvernance pour les acteurs non étatiques. C'est d'explorer les pistes concrètes pour collaborer entre les différents acteurs africains, et puis de vraiment partager les bonnes pratiques entre les différents acteurs. Donc, il y a eu déjà deux premiers ateliers. Un premier atelier qui a eu trait aux données liées à l'adaptation au changement climatique, qui a eu lieu en septembre. Un second sur les données d'activité en vue d'élaborer des inventaires de gaz à effet de serre, donc les données d'activité. Et ce troisième atelier qui a trait aux facteurs d'émission. Je vais revenir extrêmement rapidement sur cette différence entre les données d'activité et les facteurs d'émission. Voilà, merci. Donc, c'est un très, très bref rappel, et puis après, les intervenants reviendront là-dessus.
Nous avons donc, pour calculer, une émission de gaz à effet de serre ne se mesure pas, elle se calcule. Et elle se calcule en multipliant ce qu'on appelle une donnée d'activité, c'est-à-dire, par exemple, le kilométrage, enfin, le trajet en kilomètres d'une voiture de 5 chevaux, par exemple, qu'on multiplie par un facteur d'émission, qui est une moyenne d'émission de CO2 en grammes ou en kilogrammes par kilomètre parcouru. Ces facteurs d'émission, il en existe par défaut, notamment ceux qui sont proposés par le GIEC, comme l'indiqueront nos intervenants, mais aussi, on peut aussi les créer, les améliorer, de façon à ce qu'ils collent le plus possible à la réalité des territoires sur lesquels sont calculées ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour en parler aujourd'hui, Amaury, tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. Pour en parler aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir les 5 intervenants, qui sont Mathieu Weimar, qui est avocat, qui est expert en droit de l'environnement et du climat et qui est également chercheur associé à l'IDRI, qui nous posera un petit peu le contexte pour comprendre quels sont les enjeux autour de ces facteurs d'émission et pourquoi c'est important d'en parler et d'essayer de trouver des pistes pour améliorer la pertinence de ces facteurs d'émission pour les territoires africains. Nous aurons Joariatou Wagé, qui est chef de projet à l'association Bilan Carbone, qui nous parlera de l'initiative en cours pour travailler justement sur des bases carbone adaptées au continent africain, enfin en tout cas à un certain nombre de pays africains. Abdelrani Boucham, qui est chef du département changement climatique du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement marocain, qui nous proposera l'exemple justement du Maroc par rapport à ces enjeux autour des facteurs d'émission. Léo Génin, qui est directeur associé pour le bureau d'études iCare et Consult, et Mamadou Batienne, qui est point focal national RED+, au Burkina Faso, qui nous parlera de l'expérience du Burkina Faso, notamment sur le secteur de la forêt, de façon encore plus spécifique. Alors, on aura une modération à deux voix, puisqu'on assurera la modération avec Mathieu Weimar également. Et je vous invite vraiment, une fois de plus, donc, à utiliser l'interprétariat qui est disponible en anglais et en français, et à poser toutes les questions qui vous viendraient dans le chat. Nous allons relever toutes ces questions et nous tâcherons de garder suffisamment de temps avant 16h30 pour répondre à un maximum de questions. Avant de commencer, je vous propose de faire un petit sondage donc là, ça s'affiche sur l'écran. Donc, c'est un sondage. Vous pouvez y répondre sur le site www.menti.com, avec le code 54 22 88, 80 plus loin 8. Et en fait, on vous pose la question pour essayer de mesurer déjà un petit peu quel est l'enjeu autour de ces facteurs d'émission. Tout simplement, quelles difficultés avez-vous éprouvées lors de l'utilisation de facteurs d'émission? Et on vous demande d'y répondre en direct, ce qui va nous permettre déjà de voir quel est le niveau de difficulté qui a pu être constaté par les 107 participants qui sont aujourd'hui avec nous autour de ces questions de facteurs d'émission. On donnera les résultats juste après l'intervention de Mathieu pour faire un petit bilan. Donc, je vais donner la parole à Mathieu Weimar pour nous faire un petit état des lieux, des enjeux. Est-ce que tu peux continuer d'afficher le Menti par contre? Juste pour que tout le monde puisse reprendre bien. Ah, voilà. Okay. Mathieu, bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que en quelques minutes, tu peux nous brosser un peu un panorama des enjeux qui sont liés à l'utilisation, en tout cas et à la construction des facteurs d'émission vraiment adaptés au contexte africain, aux territoires africains?
Je vais tâcher de le faire, n'étant pas un expert ingénieur du sujet, parce on fait face à un sujet qui est très technique en apparence. Pourquoi? Parce qu'on parle de quoi? On parle d'un coefficient, hein, un coefficient qui va être utilisé pour quantifier les émissions ou absorptions quand il est combiné aux données d'activité, comme tu viens de le rappeler, Vanessa. Autrement dit, c'est une quantité de polluants rapportée à une quantité d'activité qui nous permet d'avoir un principe général de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a l'air très mathématique, très calculé. On se demande qu'est-ce qu'un juriste vient faire là-dedans. Et c'est une bonne question. Mais néanmoins, je pense que c'est utile de replacer ce sujet technique dans son contexte, qui est d'abord celui, bien sûr, du cadre international de la lutte contre le changement climatique, et tout particulièrement le cadre de transparence prévu par l'article 13 de l'accord de Paris. Vous savez, ce cadre de transparence prévoit que les pays soumettent des rapports biennaux qui répondent aux exigences du livre des règles qui avait été adopté à la COP24, et la première soumission doit intervenir à la fin de l'année 2024. Alors, dans ce rapport, il y a notamment un rapport national d'inventaire qui doit être établi conformément aux lignes directrices du GIEC de 2006, ainsi qu'un rapport sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs d'atténuation de la CDN en cours de mise en œuvre. C'est quelque chose de très nouveau pour beaucoup de pays en développement, pour tous les pays en développement en ce qui concerne les engagements d'atténuation, et également pour être soumis à un cadre de transparence obligatoire. Et c'est pourquoi l'article 13 de l'accord de Paris leur a reconnu une certaine flexibilité et que, par ailleurs, de nombreuses initiatives ont été lancées depuis la COP22 pour renforcer leurs capacités, dont le programme CBIT, hein, qui est le Fonds pour l'environnement mondial, et qui se concentre notamment sur le renforcement des capacités en matière de transparence. Ce que je voudrais surtout qu'on retienne de ces quelques mots, c'est que fondamentalement, la mise en œuvre de l'accord de Paris repose sur la transparence de l'action et la transparence du soutien. Pourquoi? Parce que c'est le moyen qu'on a retenu pour responsabiliser les pays à tenir leurs engagements, d'une part, mais c'est aussi un moyen pour renforcer la coopération internationale dans le cadre de l'accord de Paris, d'autre part. Et il est clair que si la transparence est quelque part un fondamental, un des fondamentaux de l'accord de Paris, il est très important que les rapports de transparence soient robustes. Et cela dépend de l'exactitude et de l'exhaustivité des données. Et c'est donc un gage de sérieux qui va donner de la crédibilité à l'action des pays et plus encore, à mon avis, renforcer la confiance entre les pays. Et c'est ça l'enjeu politique fondamental de ce sujet dont on va parler. Bien sûr, il est niché au milieu de tout ça. Mais quand on creuse un peu l'aspect technique, il y a aussi des dimensions politiques. Quand vous regardez les lignes directrices du GIEC de 2006, que maintenant les pays africains vont devoir appliquer, vous le savez, ça repose sur une logique de priorisation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier ce qu'on appelle des catégories de sources clés, c'est-à-dire les catégories de sources d'émissions qui ont une influence la déterminante sur l'inventaire national en termes de niveau absolu des émissions. Et là encore, le livre des règles est venu préciser la flexibilité accordée aux pays en développement en leur disant qu'ils pouvaient se limiter à recenser les catégories de sources clés jusqu'à 80%, 85% pardon, de leurs émissions nationales au lieu des 95% prévus pour les pays développés. Donc, ça leur permet de se concentrer vraiment sur les sources les plus émettrices et pour, je dirais, utiliser les capacités dont ils disposent aujourd'hui pour faire l'inventaire pour ces activités-là. Alors, en général, c'est ce qui est prévu par les lignes directrices du GIEC. Lorsque vous avez identifié vos catégories de sources clés, normalement, vous devez appliquer des méthodes de niveau de complexité méthodologique qui sont de niveau 2 ou 3, sachant qu'il y a 3 niveaux, hein, c'est-à-dire des méthodes de niveau supérieur qui permettent d'avoir plus d'exactitude, plus d'exhaustivité des données, notamment de l'inventaire national, qui va par ailleurs soutenir la démonstration des efforts réalisés pour atteindre les cibles de la CDN. Le problème, c'est que, en général, les pays, pour établir leur propre facteur d'émission de niveau 2 ou 3, donc de niveau supérieur, ils vont recourir à une littérature. Mais ils vont surtout aussi recourir à des exemples qui sont donnés, par exemple, par des installations d'essais nationales, éventuellement internationales, et éventuellement, ils peuvent recourir à une base de données des facteurs d'émission du GIEC,
et ils peuvent confronter leurs propres, je dirais, éléments constitutifs de leur propre facteur d'émission à cette base de données. Mais, et c'est souvent le cas en Afrique, il y a pas mal de pays qui ne sont pas en mesure d'adopter des méthodes de niveau supérieur pour une ou l'autre, ou parfois pour plusieurs catégories de sources clés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources ou pas les données. Et dans ces cas-là, eh bien, le pays va appliquer une approche de niveau 1, donc qui est l'approche de base, et recourir à un facteur d'émission par défaut. Et il doit le justifier, certes, mais bon, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que le pays puisse recourir à quelque chose qui soit approprié pour rendre compte de sa situation nationale, tout en étant bien sûr conforme aux lignes directrices du GIEC, parce que c'est maintenant prévu par le livre des règles. Mais néanmoins, si on utilise de manière systématique la méthode de niveau 1, donc des facteurs de niveau 1 avec des facteurs d'émission par défaut, ça peut poser quand même des questions aussi par rapport aux résultats obtenus. Et notamment d'un point de vue politique, on peut s'interroger sur l'exactitude, eh bien, par exemple, des données relatives aux résultats d'atténuation dans le pays. Alors pour l'énergie, je dirais que ce n'est pas fondamentalement un drame, parce que, a priori, mais je ne suis pas un expert, hein, il me semble que les facteurs d'émission dépendent de la teneur en carbone du combustible et qu'on peut très largement utiliser une valeur de pouvoir calorifique inférieure qui est fournie par les fournisseurs, et on peut s'y fier, notamment pour les produits qui sont exclusivement importateurs de produits pétroliers. Par contre, pour les procédés industriels, il semble que le niveau 1 n'intègre pas l'évolution de ces procédés. Et donc, l'utilisation d'un facteur d'émission par défaut ne reflèterait pas nécessairement l'effort d'atténuation accompli par le pays dans tel ou tel secteur, et alors même qu'il est censé en rendre compte dans son rapport sur les progrès réalisés pour atteindre ses cibles dans sa CDN. Et enfin, un secteur particulièrement intéressant dont on va discuter encore cet après-midi, qui est le secteur AFAT. Bien sûr, on va utiliser des paramètres surfaciques en comptant les hectares de forêt, de marais, de sols cultivés, mais il est vraiment important de bien intégrer les connaissances des pratiques agricoles, sylvicoles ou encore d'élevage ou de pastoralisme pour que le facteur d'émission retenu permette d'estimer correctement les émissions absorption du secteur en question. Donc ça, c'est vraiment, il y a un enjeu très fort pour les pays africains parce que nombreux d'entre eux ont retenu des engagements forts dans le secteur AFAT, dans leur CDN. Alors, c'est un peu la discussion qu'on va avoir cet après-midi. Comment les pays africains abordent cette question des facteurs d'émission? Est-ce qu'ils ont des capacités et ressources suffisantes pour établir leurs propres facteurs d'émission? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que ces capacités et ressources, par exemple, en termes de gouvernance? Ça pourrait être intéressant d'en discuter. Quel enseignement peut-on tirer des expériences de terrain, notamment dans le secteur AFAT? Et Mamadou Atienne nous en parlera du Burkina Faso. Voilà autant de sujets qu'on va discuter cet après-midi, mais surtout, on va en discuter sérieusement, techniquement, grâce aux experts véritables de ce sujet qui vont me succéder dans la prise de parole. Merci pour votre attention. Je vais, sur cette note finale de mon introduction, je crois transférer la parole, ou la passer en tout cas, à Madame Wagué, est-ce bien ça? Oui. Madame Wagué, je vous en prie. Alors, du coup, Amaury, je vais partager mon écran parce qu'il y avait une petite modification sur une slide, vous me rappelez. Alors peut-être Madame Wagué, peut-être pouvez-vous vous présenter. Vous êtes donc chef de projet sur bilan carbone. Excusez-moi, j'ai eu l'outrecuidance de ne pas le faire. Alors, merci de me donner la parole. Donc, je suis Joriatou Wagué, je suis chef de projet au sein de l'association Bilan Carbone, donc, qui est la structure qui porte la méthodologie Bilan Carbone en France depuis maintenant, ça va faire 10 ans. En fait, nous 10 ans cette année. Et du coup, j'essaie en même temps de partager mon écran. Je vais vous présenter l'élaboration et la construction d'une base carbone. Donc, résumé à travers la présentation « Comment et pourquoi créer votre base carbone ?» Alors, si j'essaie de partager l'écran. Écran 1. OK. Est-ce que vous voyez quelque chose? Entre-temps, je me permets simplement de rappeler à tout le monde de bien couper son micro.
de bien poser ses questions s'il en a dans la barre de chat et si c'est possible de répondre sur le site www.menti.com avec le code 54 22 88, de répondre à la petite question, au petit sondage que nous avons effectué. Joriato, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Très bien. Alors, du coup, comment et pourquoi créer votre base carbone? Donc, c'est la question du jour. Donc, rapidement, pour vous présenter l'association Bilan Carbone. Donc, c'est une association qui a été créée en 2011. Initialement, la méthode bilan carbone et donc les outils ont été créés et portés par l'ADEME au début des années 2000 avec un début opérationnel courant 2004. Et suite au développement d'une réglementation relative à la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre de certaines organisations en France, l'ADEME a transféré à l'association Bilan Carbone, qui a été créée à cette occasion, l'outil et la méthodologie bilan carbone, donc on développe depuis 2011. Entre-temps, on a fait d'autres petits bouts de chemin et on a élargi nos missions, notamment en développant d'autres outils, toujours dans le cadre de la transition énergétique et climatique, avec le système de management de gaz à effet de serre, qui est un outil complémentaire à la phase de bilan carbone, donc c'est la phase de suivi des plans d'action. Et depuis 2016, on œuvre également un peu plus à l'international, notamment via un partenariat avec l'ADEME et le CDP sur le projet ACT pour Assessing Low Carbon Transition, donc, qui est un niveau de maturité supérieur et qui vise cette fois-ci à évaluer les stratégies de transition qui sont élaborées au niveau des organisations et des entreprises. On a également participé à des projets LIFE, donc au niveau européen, pour accompagner d'autres membres de l'Union européenne à développer des politiques de comptabilité carbone, notamment avec le développement aussi d'une base carbone qui a fait partie du projet. Et enfin, depuis 2016, on a également élargi les missions vers un peu plus d'intérêt général, donc toujours en fédérant les expertises avec nos membres et également avec des missions de sensibilisation telles que qui peuvent être menées avec des webinaires, des petits déjeuners, des cibles un peu plus aussi vers les scolaires, par exemple, ou d'autres acteurs de la société, dont les citoyens aussi. Donc, un secteur un peu plus élargi que les organisations. Voilà pour l'association Bilan Carbone. Donc, pourquoi est-ce qu'on a récemment, depuis l'année dernière en tout cas, travaillé à élaborer une note qui est partie d'une étude préliminaire de dimensionnement pour s'interroger sur la question de comment et pourquoi construire une base carbone. Puisque finalement, si on regarde à l'échelle mondiale, hein, si on s'intéresse en termes de base de données de facteurs d'émission ou d'éléments qui peuvent permettre d'extraire des facteurs d'émission, on a grosso modo 8 bases qui seront accessibles avec différents critères, donc gratuits ou pas gratuits, sur une inscription sur un compte ou pas. Et parmi ces bases, on a la fameuse base carbone, donc, qui a été développée conjointement avec l'outil bilan carbone, puisque c'était un tout au début des années 2000 en France. Et finalement, ce besoin de comptabilité carbone, il émerge un peu partout et aussi à différentes échelles, donc que ce soit au niveau des entreprises, des territoires, des associations, aussi au niveau des États, comme l'a évoqué Mathieu précédemment, avec les besoins de réalisation d'inventaires nationaux dans le cadre des accords internationaux, tels que l'accord de Paris ou des accords de la CNUC. Donc, pour cela, la première question qu'on se pose pour faire de la comptabilité carbone, c'est de se dire j'ai besoin d'un outil. Mais finalement, en creusant un petit peu plus loin, donc on se rend compte que l'outil, ce qui va faire vraiment le cœur de la comptabilité carbone, c'est les fameux facteurs d'émission, et que c'est soit associé à un outil ou soit dissocié, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment besoin d'accéder à ces facteurs d'émission qui sont des données climatiques un peu particulières, puisqu'il faut les associer avec des données d'activité, comme l'a mentionné Vanessa, mais également avoir quelque chose d'assez spécifique pour pouvoir convertir les données d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour tout acteur qui s'intéresse à la comptabilité carbone, le premier réflexe, bien sûr, c'est de chercher un outil. Donc, on peut tomber sur des outils et des méthodes disponibles, mais en s'intéressant un peu plus précisément à la question, on peut se demander quelle est la pertinence d'où viennent d'abord
les facteurs d'émission qui sont présents dans ce ou ces outils, et finalement, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils correspondent à la réalité du terrain au niveau du lieu géographique où on se trouve. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir disposer d'une base de données nationale ou régionale, puisque la spécificité du facteur d'émission va porter sur certains domaines d'activité. On a évoqué l'énergie tout à l'heure, ça peut également être le traitement des déchets ou les déplacements, tout ce qui est lié en tout cas à l'énergie. Et finalement, d'autres facteurs d'émission peuvent être génériques, élaborés dans certaines bases et utilisables finalement à différentes échelles géographiques. Mais quoi qu'il en soit, les facteurs d'émission sont le cœur pour évaluer l'empreinte carbone des organisations et également réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque ça va générer derrière aussi tout un développement, une recherche technique pour pouvoir réduire le facteur d'émission, donc à travers des développements technologiques qui peuvent être développés sur une activité donnée. Donc, pourquoi développer une base carbone? Déjà, d'une part, pour pouvoir fournir à l'ensemble des utilisateurs qui en ont besoin les fameux facteurs d'émission pour développer la comptabilité carbone. Donc, que ce soit des facteurs d'émission adaptés ou standards, on peut trouver les deux dans une base de données, mais l'idée étant d'avoir au moins un socle de base pour pouvoir initier cette comptabilité carbone. Les facteurs d'émission standards, donc qu'on appelle entre guillemets non représentatifs, proviennent souvent de données internationales telles que la base du GIEC, et elles ne reflètent pas la réalité des activités et des territoires. Et en élargissement par rapport à cela, tous les outils qui vont être construits aussi, notamment vous avez évoqué la FAT ou d'autres systèmes sur l'agriculture ou la sylviculture, qui vont pouvoir également influencer le type d'outils qu'on va avoir et qu'on pourra mettre à disposition des acteurs qui ont besoin d'outils. Les facteurs d'émission. Les facteurs d'émission adaptés, au contraire, vont être spécifiques à un contexte local. Elles vont pouvoir refléter ce qui se passe sur le terrain. Et notamment, au fur et à mesure des années, on peut suivre également l'évolution du facteur d'émission et voir s'il a baissé en lui-même, ce qui va traduire d'une part une amélioration des process, de l'efficacité, enfin de plein de critères qui vont être liés au facteur d'émission en lui-même et qui va de fait aussi entraîner une émission de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'activité globale. Une fois qu'on a des facteurs d'émission, ça va nous permettre donc de réaliser une comptabilité carbone, donc potentiellement de produire des bilans qui vont permettre à chaque organisation de suivre ses propres émissions, donc soit à l'échelle d'une organisation, d'un territoire ou d'un État. Mais c'est également un outil qui va permettre de sensibiliser les acteurs, donc un gain en termes de compétences et de maturité pour s'intéresser à la question, notamment à différentes échelles. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça peut aussi se faire à l'échelle du citoyen ou des scolaires. Donc, en partant d'une problématique, d'un besoin particulier de certains acteurs de la société, on peut également le décliner et arriver à répondre à un besoin de sensibilisation et d'éducation au changement climatique de manière générale. Comment construire finalement une base carbone, parce que c'est la question. Alors, la première question, c'est de se dire, je vais avoir besoin de données, donc d'où vont provenir les données? Il va forcément falloir accéder à des analyses de cycle de vie, à une expertise technique et scientifique, mais ce n'est pas tout. Il faut également y associer des ressources, donc soit des ressources humaines en termes de compétences qui vont être apportées, techniques, des ressources financières aussi, parce qu'il faut savoir qu'une base, pour développer une base, ça prend du temps, donc ça va nécessiter de mobiliser des ressources financières, y compris pour avoir le support de la base, pour pouvoir la rendre accessible aux différents acteurs. Donc, est-ce qu'il nous faut une base sur un fichier Excel? Est-ce qu'il nous faut une base sur un logiciel spécifique? Donc, tout ça, ça va entraîner des prestations annexes, notamment informatiques, pour pouvoir mettre en place la base physiquement. Et également tout un tas d'acteurs. Alors, tout un tas d'acteurs, parce qu'une base, finalement, elle se développe de manière volontaire. Premièrement, on a souvent une structure porteuse qui est soit la structure d'où émerge le besoin de créer une base, mais cette structure à elle seule ne peut pas souvent répondre à l'ensemble des besoins et elle doit s'entourer d'un tas d'acteurs qui vont être représentatifs à la fois des utilisateurs,
aussi avoir une représentation institutionnelle pour avoir une certaine légitimité à présenter et à porter cette base. Et finalement, tout un ensemble, un jeu d'acteurs assez important qui va constituer la gouvernance de cette base. Et donc, l'ensemble des acteurs vont former le comité de gouvernance qui va être essentiel pour tout au long de la vie de la base pour définir son fonctionnement et sa pérennisation également, et finalement faire justifier en fait l'émergence de la base et pourquoi est-ce qu'elle est maintenue et utile aux différents acteurs. Donc là, vous avez une rapide un schéma assez simplifié qui vous présente les enjeux initiaux, donc, qui sont le petit 2 à partir de la création de la base, tout en mettant en jeu les différents acteurs. Mais on peut également voir l'émergence d'un tas d'activités concomitantes, puisque finalement, créer une base, ce n'est pas uniquement développer une liste de facteurs d'émission, c'est aussi animer. Et finalement, ce besoin d'animation va contribuer d'une part à porter l'intérêt vers les utilisateurs, à également avoir des échanges avec ces utilisateurs, donc pour faire émerger ces compétences en maturité au niveau de la comptabilité carbone, et finalement déployer également d'autres outils, donc comme on l'a évoqué, des outils qui pourront soit utiliser des méthodologies standards internationales qui existent, telles qu'on peut avoir des recommandations au niveau de l'ISO ou du GHG protocole, mais également développer des outils propres à partir de la base de données pour répondre aux besoins et aux données spécifiques d'activités qui ont besoin d'être comptabilisées pour un acteur donné. Et finalement, tout ça, ça nous mène où? C'est finalement l'objectif même de la comptabilité, à savoir développer des stratégies de transition pour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, on a la base carbone de l'ADEME, qui est une base qui a quasiment une vingtaine d'années maintenant, qui est une base totalement libre. On a plus de 3000 utilisateurs par mois, avec à peu près plus de 5000 facteurs d'émissions qui sont mis à jour de manière assez récurrente, à peu près 2 fois par an. Et finalement, ça permet aussi de fédérer un ensemble d'acteurs pour travailler sur le développement de facteurs d'émission. Parce qu'au-delà des premiers éléments qui vont faire partie de la base, on incite également fortement des acteurs privés ou publics à proposer des facteurs d'émission à partir des études qu'ils ont réalisées en interne, à partir du moment où ça correspond à la philosophie, à la méthodologie développée par la base. Excusez-moi, pourrait-on mettre le graphique en pleine page pour certains participants qui ne voient pas très bien? Je ne sais pas comment je peux faire plus que ça. Ah, ok. Cet effet loop sur la petite. Il y a un autre schéma qui arrive, non, mais c'est pas très grave, qui va compléter. D'accord, continuez comme ça. Finalement, le cœur de cette base carbone va tenir vraiment sur l'ensemble des acteurs qu'on va réussir à fédérer autour du projet. Donc, une étape essentielle, ça va être d'une part de recenser l'ensemble des méthodologies ou des projets existants et qui sont menés de manière peut-être éparse sur le territoire, pour d'une part pouvoir inclure ces acteurs-là dans la dynamisme de développement de la base carbone, mais aussi réunir l'ensemble des compétences dont on va avoir besoin pour réunir à la fois le comité de gouvernance et également les acteurs annexes qui vont contribuer à développer les activités, que ce soit en termes d'animation, de développement, d'expertise internationale, de conformité avec des standards qui existent déjà. Et finalement, les utilisateurs de la base carbone vont également être représentés dans ce comité de gouvernance qui doit rester très transparent et quand même assez pertinent au niveau des acteurs qui le représentent. Donc, l'intérêt ici, c'est vraiment d'avoir une structure qui porte la compétence et pas forcément une personne physique identifiée, puisque c'est on planifie vraiment la formation de la base carbone et sa vie aussi sur du long terme. Donc, d'où l'utilité de réunir les expertises techniques, le financement nécessaire, parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance à focaliser l'ensemble des ressources sur les premières années du développement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un maintien et une certaine mise à jour pour dynamiser l'existence de la base carbone. Et en termes de portage, il est vraiment essentiel d'avoir une légitimité et au niveau administratif, des compétences en termes de gestion de projet, parce que ça va être multipartenaire, de pouvoir poursuivre la vie de la base carbone et des développements futurs qui vont s'accompagner de l'existence de cette base.
Donc, en parallèle de cette cartographie, une fois qu'on les a identifiés, l'idée, c'est de pouvoir identifier les compétences de chaque acteur, parce qu'on on va pas forcément avoir les mêmes acteurs d'un endroit à un autre, ils n'ont pas forcément les mêmes compétences. L'idée étant de pouvoir identifier les acteurs locaux présents, également les accompagner avec les acteurs internationaux si besoin, par rapport aux méthodologies, aux compétences non disponibles, et pouvoir réunir la liste de toutes les compétences pour s'assurer du maintien du comité de gouvernance et de sa robustesse. Donc, c'est plutôt un tableau qui vous permet vraiment d'identifier ce que vous avez pu, de compléter les acteurs identifiés au niveau de la cartographie précédente et de pouvoir mettre en place, réunir l'ensemble des compétences, y compris si on doit faire appel à des acteurs non locaux. Donc, en conclusion, construire la base, c'est vraiment un projet sur du long terme qui va fortement contribuer à la transition vers une société bas carbone avec le développement des facteurs d'émission, la compétitivité au niveau des entreprises, l'émergence de plans de transition au niveau des territoires et également au niveau des inventaires nationaux aussi. Et finalement, l'ensemble des activités qui vont se développer va permettre aussi de sensibiliser tout un tas d'acteurs qui n'étaient pas forcément ciblés par la base carbone, mais qui finalement pourront l'utiliser, notamment les citoyens. Et finalement, c'est un travail collaboratif qui contribue à réunir de nombreuses structures, puisqu'on va avoir des facteurs d'émission dans de nombreux domaines, que ce soit sur l'énergie, le transport, l'agriculture, tout un tas d'activités qui vont pouvoir être représentées. Donc, bien entendu, la base est amenée dans un premier temps à s'intéresser aux facteurs d'émission entre guillemets prioritaires, enfin, sur les secteurs prioritaires, puis petit à petit à grossir pour inclure et pouvoir couvrir l'ensemble des activités du territoire. Donc finalement, le développement d'une base carbone, c'est une opportunité non seulement pour développer la comptabilité carbone, mais également développer en termes de développement aussi tout ce qui peut être amené au niveau des entreprises et des autres acteurs de la société. Merci beaucoup, Jorietou, pour cette présentation donc très complète et qui montre une initiative très pertinente pour le continent. Je vais me permettre, si c'est possible, de donner très rapidement la parole à Monsieur Meyer, qui a suggéré de faire une clarification dans la barre de chat sur la différence entre les facteurs d'émission pour l'inventaire CNUC et les facteurs d'émission pour la comptabilité carbone d'une activité. Donc, on a la chance d'avoir Monsieur Meyer avec nous, qui fait partie de la délégation française de négociateurs et qui est spécialiste du MRV. Alors, peut-être éventuellement, on peut vous donner la parole quelques secondes, si vous êtes avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Ouais, d'accord. Oui, je suis dans l'équipe de négociation, mais ça fait longtemps que je ne m'occupe plus des MRV, mais j'ai cette compétence quand même qui reste un peu. Donc, simplement pour rappeler que les facteurs d'émission sont relatifs à une activité. Donc, c'est le couple facteur d'émission-activité qui est important. Donc, il y a des facteurs d'émission primaires, type combustion de gaz, de charbon. Et après, il y a des facteurs d'émission qui sont liés, je sais pas, à transport, tant de kilomètres en camion, tant de kilomètres en voiture individuelle, etc. Donc, le facteur d'émission est toujours très lié à ce qu'on mesure. Et donc, pour l'inventaire CNUC, donc de l'UNSCC, en anglais, les facteurs d'émission, ils visent à avoir des émissions directes, additives, pour ne pas double compter les émissions des pays. Donc, en fait, on est vraiment sur ce qui sort physiquement du pays, quoi, et donc des installations du pays. Donc, on peut additionner les choses. Pour le bilan carbone, on a une activité, enfin un but qui est plutôt plus proche de l'empreinte carbone, donc de la responsabilité carbone. Et donc là, on est plus sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3, qui est les émissions directes, les émissions induites du secteur énergétique et les autres émissions, type sous-traitant, etc., client. Et donc, en fait, on n'est pas sur cette fonction additive. Et donc, c'est important de bien voir peut-être les deux approches, l'approche purement inventaire additive et non double comptage, et l'approche liée à une responsabilité qui est
proche de l'empreinte carbone et donc qui doit différencier les facteurs d'émission pour les différents périmètres, quoi. Simplement ça, quoi. Je veux dire que c'est un peu quelque chose d'un peu différent entre les deux. Et c'est vrai que la collectivité locale, souvent, elle est un peu ballottée entre les deux, quoi. C'est à la fois un territoire, mais c'est aussi elle a des activités liées à des services. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment on gère cette complexité. C'est tout simplement. Je voulais simplement bien qu'on ait en tête qu'il y a des spécificités pour l'inventaire qui sont différentes de celles peut-être du bilan carbone d'une activité, d'une entreprise, par exemple. Merci beaucoup pour cette précision, je pense que c'était utile. Alors, je pense que Léo Génan, on parlera aussi peut-être tout à l'heure. Je vais d'abord je vais passer la parole à Monsieur Abdelrani Boucham, qui est chef du département changement climatique au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement marocain. Monsieur Boucham, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, vous êtes là. Je ne voyais pas sur le… Voilà. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez nous partager l'expérience du Maroc par rapport à ces enjeux liés aux facteurs d'émission et notamment la façon dont le Maroc aujourd'hui construit et développe sa propre base carbone, justement? Oui, donc il faut dire qu'au niveau du département de l'environnement que je représente, nous, on s'occupe essentiellement de l'inventaire national, CNUC. Donc, et nous avons dans ce sens établi un système national d'inventaire des gaz à effet de serre, et qui est un système donc avec un décret depuis 2019. Et les choses sont structurées et les départements concernés, ils fournissent l'information qu'on capitalise lors d'inventaire, que ce soit pour l'histoire du Biennial Update Report, pour les rapports bienniaux, ou bien pour les communications nationales, ou bien pour la contribution déterminée nationale. Comme vient de dire M. Régis Mayer, c'est vrai qu'il y a un grand écart entre la méthode de bilan carbone et la méthode inventaire nationale. Moi, comme coordonnateur, j'ai le chapeau de coordonnateur national de système national d'inventaire des gaz à effet de serre. Donc, nous, on utilise les méthodologies GIEC, et notamment la méthodologie GIEC 2006. Et en comparant donc les deux méthodologies, le Maroc, donc, il a pu améliorer son inventaire national des gaz à effet de serre de 20%. Lorsqu'on utilisait l'ancienne méthodologie de 1996, on avait des émissions un peu excessives. Et lorsqu'on a recalculé les émissions avec la nouvelle méthodologie, bon, il y avait un gain de 20%. Donc ça, c'est concernant donc l'inventaire. Le sujet qui m'a été attribué, c'est de parler de l'expérience marocaine sur la base carbone. Nous, dans ce sens-là, nous avons donc bénéficié lors d'un programme PMR. C'est un programme de la Banque mondiale pour préparer les pays au marché carbone. Donc, nous avons pris comme cas pilote trois secteurs, le secteur ciment, secteur phosphate et secteur production d'électricité. Et je veux rappeler dans ce sens que le bilan carbone a été introduit au Maroc via la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui a vraiment le lead national dans ce domaine-là et qui a noué des liens avec des entreprises marocaines pour qu'ils calculent leur bilan carbone et aussi avec certains territoires. D'ailleurs, c'est le site de la Fondation, il a pas mal d'informations. Il y a même un calculateur qui est gratuit dans le site pour que les entreprises puissent évaluer plus ou moins leur bilan carbone. La méthodologie bilan carbone, on l'utilise par exemple dans le secteur, comme je vais vous exposer, le projet PMR. Bon, je vais essayer de partager mon écran et je vais voir si vous allez voir. Est-ce que vous arrivez à voir cette présentation? Non, il faut cliquer sur écran partagé, le bouton vert en bas de votre écran. Je l'ai fait. Et après, il faut sélectionner votre page. Ok, je vais le faire encore une fois. Alors, je descends. Partager, c'est ça? Écran partagé, cliquez directement sur le bouton et pas sur la petite flèche. Si c'est un site internet, je peux le faire pour vous, hein, si vous mettez le lien. Je suis en train de voir là où est-ce qu'il y a la présentation.
Ok. Sinon, continuez, vous pouvez me l'envoyer par mail et je vais le faire pour vous si vous voulez. C'est pas très. Oui, alors pour l'envoyer, j'en vais être un peu déconnecté, donc je ne vais pas continuer à parler. Ouais, quand même. Mais c'est bon, donc je disais donc, on a cette expérience-là. Ou c'est vous me donnez une minute pour quand je l'envoie? Ouais, vas-y. Ok, Ouais, voilà, ouais. voilà. Mm, mm. Alors là, je suis désolé pour ce contretemps. Moi, je croyais que ça va y aller tout de suite. Alors là. Oh, oui, alors, Alors, pendant qu'on attend Ouais. désolé. le PowerPoint, je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, j'invite les participants à aller sur le site www.menti.com et d'utiliser le code 54 22 88 pour répondre à notre petit sondage, de façon à ce qu'on puisse aussi vous présenter les résultats de ce sondage à la fin de l'atelier. Oui, je n'ai pas reçu votre document. Sinon, peut-être continuez simplement dès que je le reçois, je le mettrai. Bah, je suis en train de faire de mon mieux. Ok, bon, alors là, normalement, ça ne va pas tarder. Alors, oui, je suis désolé pour ce contretemps. Alors, je vais... Alors là. J'ai envoyé donc, j'espère que vous l'aurez. Allez-y, peut-être continuer pendant que Amaury va le. Oui, va alors là, je l'afficher disais par la donc, suite. c'est l'expérience qu'on a eue dans le cadre du projet PMR. Je disais que c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Il avait donc encore des listes 24 pays. Et donc, le Maroc, il a choisi donc 3 secteurs, notamment le secteur ciment, le secteur phosphate et le secteur électricité. Et donc, c'était le but donc, de voir quelles sont les mesures d'atténuation qu'on peut faire dans ces secteurs-là pour à la fois donc, impliquer le secteur privé dans les efforts d'atténuation nationale et à la fois aussi pour valoriser les efforts d'atténuation dans le secteur moyennant la vente de carbone évité. Donc, moi, j'avais un plan, c'est de vous parler donc, de cette expérience qu'on a eue. Donc, pour le PMR, c'est un fonds fiduciaire, multidonateur. Et donc, le PMR donc, fait partie d'une réflexion du gouvernement marocain pour intégrer le marché carbone, comme je viens de vous expliquer. Ne partons pas de zéro. Donc, il y avait l'expérience du CDM ou de MDP. Le Maroc, il a réussi à inscrire quelques projets MDP. Et aussi, le Maroc, il a élaboré quelques NAMA. Donc, je peux citer la NAMA déchets, NAMA habitat et NAMA organiculture. La NAMA organiculture a pu bénéficier d'un fonds, fonds d'adaptation de 10 millions de dollars, et aussi le fonds vert climat de l'ordre de 30 millions de dollars. Donc, fort de cette expérience, le Maroc a été choisi, donc il a bien été retenu dans le programme de la Banque mondiale. Et donc, il avait donc le cadrage. Donc, on suivait donc la simulation de 2020 à 2030. D'ailleurs, c'est la portée de notre première indice, qui avait donc pour ambition d'atténuer les GES de 42%. Ces émissions-là, donc, il fallait donc qu'on porte ce cadrage pour le secteur. Et il y avait donc une contribution de ce secteur-là, notamment
Si on parle du secteur de l'énergie, donc il y a un effort d'un potentiel de 45% de réduction des émissions. Et pour le secteur ciment, c'est quelque chose de 6% et 3% pour les phosphates, respectivement. Alors, les efforts d'atténuation, c'est surtout l'introduction des énergies renouvelables dans le secteur électrique et aussi dans l'autoproduction électrique, pour que ce soit pour les secteurs industriels, ciment et phosphate. Et aussi, il s'agit de la maîtrise de la demande d'électricité et l'amélioration de l'efficacité des procédés des secteurs industriels. Alors, nous avons établi différents scénarios pour cette tarification carbone. Donc, les scénarios ils sont basés sur les critères d'efficacité, d'acceptabilité et aussi de la facilité de mise en œuvre. Les trois scénarios, donc il y avait un premier scénario qui respecte l'intégrité environnementale, qui est un peu maximisé, et donc qui consiste à avoir au départ taxe carbone à court terme suivi par un système d'échange de quotas, comme ça se passe au niveau européen, donc qui ont vraiment le lead dans ce domaine. Le scénario 2, donc il est à acceptabilité maximisée, une réduction d'impôts basée sur les réductions des émissions obtenues. Et donc, il y a le scénario 3, c'est un niveau d'effort optimisé qui consiste par l'introduction des taxes carbone, relativement facile, mais parfois il n'est pas acceptable par les opérateurs. Alors, l'enjeu, c'est donc pour que l'implication du secteur privé dans les efforts d'atténuation nationale, dans cette mesure d'atténuation nationale, il faut donc qu'ils soient motivés, donc qu'ils puissent vendre leur carbone qu'ils évitent avec leur propre effort. Alors, dans ce cas-là, donc, la CDN marocaine, donc, il a montré qu'il y a un besoin de financement de l'ordre de 33 milliards de dollars pour les actions d'atténuation du secteur de l'énergie et de l'industrie. Donc, nous avons 17,9 milliards pour les actions inconditionnelles et 15,1 milliards pour les actions conditionnelles. Donc, la mobilisation de financiers donc, il se fait donc, à travers le fonds vert et aussi à travers des mécanismes de soutien nationaux, soit par des subventions, par des réductions d'impôts, et j'en passe. Donc, le potentiel d'atténuation correspond aux réductions des émissions qui sont mises en place, sous une contrainte notamment de prix donné, et donc les scénarios de référence de l'activité de secteur donné. Nous avons donc considéré 3 scénarios de prix de carbone. Un niveau faible à 10 $ la tonne, évité, donc à partir de 2020, puis un niveau moyen, 20 $ US la tonne, donc aussi à partir de 2020, et un niveau haut, 30 $ la tonne, à partir de 2025. Alors, pour le secteur de l'électricité, donc depuis 2000, on va donner une fiche technique, depuis 2000, donc la consommation électrique nationale progresse chaque année à un rythme de 6,5%. Et donc, et il faut dire qu'il y a donc une électrification rurale qui avoisine les 99,4%. C'était en 2016. Et que donc l'opérateur qui a été amené avec nous dans cette étude-là, c'est l'ONE, Branche Électricité. Il assurait 60% de l'électricité pour le Maroc. Monsieur Boucham, je me permets vraiment de vous interrompre, je suis désolée, parce qu'on n'aura plus que 35 minutes et ce serait bien de pouvoir avoir un peu laisser la parole aux deux autres intervenants. Juste une rapide question pour essayer de recadrer par rapport au sujet sur les facteurs d'émission. Est-ce que justement ces potentiels d'atténuation qui ont été évalués justement pour construire ces scénarios d'atténuation, ils ont été estimés sur la base de facteurs d'émission propres au pays? Ou bien c'est une combinaison de facteurs d'émission dont les facteurs d'émission par défaut. Pour l'électricité, nous avons donc la fierté d'avoir un facteur d'émission national parce que on le contrôle avec l'introduction des énergies renouvelables. Donc, on a une information sur donc, le facteur, les émissions de GES et que c'était amélioré sur une décennie de 40%. Donc, le facteur national pour la production d'électricité est le bien national. Nous avons un autre facteur national pour le transport, fret, de camions marchandises. C'est un facteur national qu'on vient d'avoir cette année
enfin l'année 2020. C'est un facteur, donc on l'a fait en collaboration avec le CTPA France et c'était au département de transport qui ont fait dans le cadre d'un projet PNUD qui concerne l'ANAMA Transport. Donc, ces deux facteurs d'émission, ils sont bien à ce nom. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux facteurs. Bon, on utilise des facteurs par défaut, mais il faut savoir que bon, dans le facteur d'émission, il est multiplié par la donnée d'activité, mais cette donnée d'activité, elle est bourrée, donc elle contient pas mal de paramètres. Et parfois, le pays n'a pas ces paramètres-là. Donc, d'où il y a un grand effort. Et le Maroc, il a fait cet effort sectoriel. Il avait beaucoup d'enquêtes, des études aussi sur le terrain, des projets sur le terrain pour déterminer quelques paramètres qui rentrent dans la donnée d'activité. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Le facteur d'émission en soi, même s'il y a un facteur d'émission, d'ailleurs, lorsqu'on on va chercher un facteur national, on le compare avec le facteur de GIEC qui est par défaut. Mais donc, moi, si on arrive à peaufiner donc, les paramètres qui rentrent dans la donnée d'activité, on a gagné beaucoup de choses. Tout à fait. Alors, on avait eu donc un atelier il y a quelques semaines, donc au mois d'octobre, il me semble, sur les données d'activité. Effectivement, on avait vu aussi quels étaient les enjeux autour de la robustesse de ces données d'activité et du besoin de consolider ces données d'activité pour réaliser des inventaires fiables. Donc, c'est pour ça que je me permets juste de réinsister un peu sur les facteurs d'émission. On voit bien quel effort ça demande aussi pour chacun des pays de travailler sur des facteurs d'émission propres, puisqu'à chaque fois, c'est un projet en tant que tel de travailler, qui porte finalement le travail aussi sur les facteurs d'émission. Du coup, quels seraient, selon vous, les principaux freins des pays, alors notamment on a le Maroc, mais des pays africains en termes justement par rapport à cette réflexion et ce travail d'analyse et de réalisation des nouveaux facteurs d'émission plus adaptés à chacun des pays. Est-ce que c'est uniquement qu'une question de moyens financiers? Est-ce que c'est une question de compétences? Les deux, moi je dirais que c'est les deux. En partant de notre expérience, notamment avec le dernier facteur que je viens de citer dans le transport, il y avait donc un appel d'offres, donc à 3 reprises, et il n'y avait pas donc, des nationaux. Donc on a ciblé les universités, les centres de recherche, mais il n'y avait pas de réponse de l'autre côté. On a été obligé de s'aiguiller vers cette époque qui avait de l'expertise et donc déployer des experts sur le terrain parce qu'il s'agit de mesurer le type de carburant dans des stations et aussi de rentrer dans des choses, des scénarios de modélisation et tout ça. Donc, moi, je vois, donc, il faut de l'argent. Bon, donc, mais ça, donc, avec la coopération, avec donc, les moyens de. D'ailleurs, nous, on l'a fait dans le cadre d'un projet PNUD. L'expertise, ça, il le faut. D'accord. Et est-ce qu'il existe des initiatives régionales de coopération justement parce qu'il va y avoir des similarités entre des pays proches, des pays voisins. Est-ce que à votre connaissance, il y a des initiatives de ce type-là? Oui, la photo que je vous ai envoyée, je l'ai prise au Sénégal. C'était à l'occasion de partager le modèle SNIGES Maroc et on l'a fait dans le cadre du classe francophone. Et c'était donc un séjour de 3 jours. Et on a donc partagé l'expérience marocaine sur le système SNIGES, à la fois le décret, à la fois donc les réalisations techniques, les inventaires qui ont alimenté à la fois les communications nationales, les rapports bienniaux et la contribution déterminée nationale. À part ça, donc, il y avait aussi des webinaires et on a donc animé des webinaires avec plusieurs pays d'Afrique, plus d'une vingtaine de pays d'Afrique et on a donc partagé. Donc le partage sud, de notre côté, ça existe. Mais je crois qu'il faut donc qu'on tire profit de cette collaboration entre les pays africains, sachant qu'on a beaucoup aussi de choses à prendre du Nord aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer la parole à l'intervenant suivant et puis on reviendra peut-être, il y aura certainement des questions par la suite. Je vais donner la parole à Léo Génin, qui est directeur associé en charge du secteur public pour iCare & Consult. Léo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un PowerPoint? Il me semble que oui. Tout à fait.
Alors déjà peut-être très rapidement, éventuellement une réaction à ce qui s'est dit précédemment. Et puis, on va peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur vraiment technique sur la construction d'un facteur d'émission. Alors, monsieur Boucham nous en a parlé un petit peu là aussi, hein, très concrètement, et notamment avec le travail avec les instituts de recherche et des mesures sur le terrain. Donc, comment on procède concrètement pour travailler sur un facteur d'émission pour un bureau d'études comme l'est Icaren Consult? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tout à fait, oui. Alors, je vais passer très rapidement pour dire 2 mots sur Icaire. Donc, on est un cabinet de conseil en stratégie en environnement qui travaillons notamment sur les questions énergie-climat, mais pas uniquement. On travaille aussi sur les enjeux relatifs à la biodiversité, à l'économie circulaire et de façon plus large, les enjeux sociaux et sociétaux associés à la transition environnementale. J'ai indiqué ici un certain nombre de missions sur lesquelles on a pu intervenir et je vais notamment me concentrer sur la question des facteurs d'émission. Donc, je passe très rapidement, mais on a eu l'occasion d'intervenir sur des missions d'appui à l'élaboration de stratégies climat pour le gouvernorat du KEF, par exemple en Tunisie, dans le cadre d'un programme européen sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Notamment, on a accompagné plusieurs collectivités. Donc, c'était un programme qui s'intitulait CESMED. On a également travaillé avec le C40 sur l'appui à un certain nombre de villes. Cette fois-ci, c'était au niveau européen, voire en Chine, en Inde ou au Brésil, dans le cadre d'un programme porté par le C40, portant spécifiquement sur l'élaboration d'inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle plutôt de métropoles mondiales ou de villes dans différents types de pays. On travaille également sur ces types de sujets en France. Et puis, on a été amené dans le cadre d'un projet de coopération entre l'ADEME et la Fondation Mohamed VI, d'une part, et l'ANME en Tunisie, d'autre part, à développer des facteurs d'émission adaptés au contexte particulier de ces deux pays, dans une optique de réalisation future de bilan d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'entreprise et potentiellement à l'échelle de territoire, mais dans une logique empreinte. Et ça fait écho à un certain nombre de questions qui ont été soulevées précédemment. Peut-être un petit point de rappel sur les facteurs d'émission. Ça a été évoqué. On a à disposition au niveau mondial des facteurs d'émission primaires qui sont ceux fournis par le GIEC, IPCC, et notamment sur la combustion de carburants fossiles, quel que soit le lieu où on brûle 1 litre de diesel, 1 mètre cube de gaz naturel ou 1 tonne de charbon, les émissions associées à la combustion sont globalement, je simplifie un peu, même s'il y a des typologies ensuite de carburants et autres qui font que ce n'est pas tout à fait pareil, mais globalement là-dessus, on a des données qui sont extrêmement robustes et qui font consensus. Ensuite, quand on arrive à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire, généralement, on va avoir besoin d'un facteur d'émission lié à la consommation d'électricité. Les données d'entrée là d'activité, c'est des kilowattheures consommés, donc dans le secteur résidentiel, dans le secteur tertiaire, dans l'industrie si je suis à l'échelle d'un territoire, ou au niveau d'un bâtiment, etc., si je suis à l'échelle résidentielle, à l'échelle d'une entreprise, pardon. Et dans ce cas-là, on a des données qui sont fournies, disponibles soit au niveau de l'Agence internationale de l'énergie pour l'ensemble des pays, soit au cas par cas. Un certain nombre de pays travaillent d'ores et déjà sur la publication et la mise à jour de facteurs d'émission à l'échelle de leur pays. Et puis enfin, on a un troisième niveau qui concerne ces fameux facteurs d'émission plus spécifiques qui vont permettre de traiter des données d'activité qui ne sont pas des litres de carburant et autres, qui peuvent être des nombres de mètres carrés chauffés ou climatisés, qui peuvent être des nombres de kilomètres parcourus. Et dans ce cas-là, pour avoir accès à ces facteurs d'émission, on va soit chercher des données disponibles au niveau des ministères, des ONG, des fédérations, soit tout simplement devoir les développer de manière ad hoc. J'ai indiqué un petit point pour information aussi, mais c'est l'incertitude qui est associée à ces différents facteurs.
En général, sur les données primaires, les facteurs d'émission primaires et sur les facteurs d'émission liés à la production, à la consommation d'électricité, on a des incertitudes assez faibles, de l'ordre de 5 à 10% environ. Quand on va aller sur des facteurs d'émission spécifiques, en général, on va devoir faire beaucoup d'hypothèses et les incertitudes vont très vite augmenter, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais il faut en être conscient que l'exercice de comptabilité à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire sous une approche empreinte carbone est un exercice plus incertain qui fournit un ordre de grandeur encore plus que ce qui est déjà réalisé au niveau national dans la comptabilité des pays, comptabilité des émissions de gaz à effet de serre qui, elles, sont quand même assez précises. Un petit exemple sur le cas particulier du facteur d'émission de l'électricité, donc exemple sur le Maroc, donc c'est des sources là c'est l'Agence internationale de l'énergie, l'unité en grammes de CO2 par kilowattheure pour illustrer l'évolution hein, sur un pays donné de ce facteur d'émission où on part sur une base dans les années 2000 aux alentours de 900 et puis en 2016, alors je n'ai pas les données les plus actualisées, mais on est à 700 grammes de CO2 en kilowattheure. Donc on voit ici, on peut mesurer en tout cas et observer les progrès réalisés en matière d'évolution du mix énergétique pour la production d'électricité sur ce pays. Et l'intérêt aussi d'avoir accès à ces données qui peuvent varier quand même assez fortement d'une année à l'autre. Donc en fonction de l'année de référence de l'inventaire, c'est important d'avoir accès à ces facteurs d'émission. Et c'est d'autant plus important aussi d'avoir accès à ces premiers facteurs d'émission sur l'électricité que quand on va vouloir développer des facteurs d'émission d'électricité spécifiques, par exemple liés à l'usage du tramway sur un certain nombre de pays, ben, on aura besoin déjà du facteur d'émission sur l'électricité. Donc c'est en général une clé de passage obligée et vraiment indispensable d'avoir accès à ce premier facteur d'émission. Alors ensuite, sur le travail de construction en tant que tel de facteurs d'émission, là je vais m'appuyer sur les exemples de ce qu'on a pu faire au Maroc et en Tunisie. Les enjeux, et je vais zoomer sur le secteur des transports, et j'ajoute une remarque, je l'ai ajoutée pour bien reclarifier le périmètre de ce que couvrent ces facteurs d'émission. Ils ont été développés en vue d'une comptabilité carbone à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire, comme je l'ai mentionné, dans une logique empreinte, afin d'identifier les responsabilités et les leviers d'action potentiels qui sont parfois pas liés uniquement à la simple combustion, notamment de ces carburants. Et quels peuvent être les intérêts à avoir des facteurs d'émission au-delà des facteurs génériques fournis par le GIEC? J'ai essayé ici d'illustrer un petit peu 4 points, à mon sens, que permettent d'atteindre des facteurs d'émission plus spécifiques. Un, on va pouvoir décrire peut-être plus finement le secteur en particulier, donc pour le transport routier, en développant des facteurs d'émission par type de véhicule ou par usage. Je vais y revenir. Deuxièmement, on peut intégrer le poids carbone lié à la fabrication des véhicules. Troisièmement, intégrer le poids carbone amont, qui est lié à l'extraction, le transport et la distribution des combustibles, ce qui peut avoir une importance extrêmement forte, notamment dans l'optique, dans le secteur des transports, de regarder et de comparer un véhicule diesel avec un véhicule qui utilise une autre motorisation. Ce qui se passe avant la combustion dans le véhicule est potentiellement très important pour conclure à l'intérêt ou non d'avoir d'autres types de véhicules et d'autres types de motorisation. Et puis, dernièrement, on peut ajuster les consommations de carburant par typologie de véhicule en l'adaptant au contexte du pays. Et là, on retrouve un facteur d'émission plus large que le facteur d'émission du GIEC, puisqu'on va au-delà de la simple combustion, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ici, une petite représentation visuelle sur les enrichissements potentiels. On retrouve ce que j'évoquais précédemment, la part amont des carburants. La part amont, ça peut être d'où vient mon gaz naturel, comment est-ce qu'il est transformé, comment est-ce qu'il est acheminé, comment est fabriquée mon électricité. Si j'ai des véhicules électriques dans le pays concerné, demain, il y aura des véhicules électriques certainement dans un certain nombre de pays. Deuxièmement, quel est le poids carbone lié à la fabrication du véhicule, ce qui ramené sur sa durée de vie peut être important. Et puis, troisièmement, l'ajustement des consommations de carburant par typologie de véhicule en les adaptant au contexte du pays. Alors, quelques exemples pour illustrer un petit peu ce que ça peut donner, et de façon assez rapide, sur le transport routier de véhicules
véhicules particuliers au Maroc. Donc, ce qu'on a fait, c'est intégrer le poids carbone lié à la fabrication des véhicules. Deuxièmement, travailler sur des consommations de carburant qui sont adaptées au contexte du pays. Donc là, on a utilisé des données du ministère sur l'état du parc roulant. J'imagine que c'est des sujets, ça c'est une mission que nous avons réalisée déjà il y a un certain temps, c'était en 2012-2013. Donc j'imagine que le travail qui a été mené depuis au niveau marocain avec le CITEPA notamment permet justement d'aller dans le détail de ces sujets, quel est l'état du parc roulant sur le pays donné. Ici, c'est voilà, ce qu'on avait à l'époque. Quelle est la distance moyenne parcourue par type de véhicule? Ça, c'est également des données qui nous avaient été communiquées par le ministère des Transports. Et puis ensuite, réflexion sur des usages, selon que ce véhicule va circuler plutôt, plutôt en milieu urbain ou plutôt de manière mixte. Donc là, ça permet de questionner les potentiels usages qui sont associés au recours à ces facteurs d'émission. Je fais une petite parenthèse sur l'incertitude, le chiffre que vous voyez tout à droite. C'est l'incertitude qu'on a estimée sur le facteur d'émission. Donc ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. En général, sur ces facteurs d'émission, on va largement augmenter la part d'incertitude. Deuxième exemple sur, cette fois-ci, les bus, les autocars, mais également les grands taxis et tramways. Donc on retrouve la question du poids carbone lié à la fabrication des véhicules concernés. On a, sur le cas particulier du Maroc, développé un facteur d'émission qui s'intitule Grand Taxi, sur lequel on est allé assez loin dans le détail au regard de l'importance de ce type de mode de transport dans le pays, notamment au niveau interurbain. Donc on a détaillé quelle était la typologie des véhicules Grand Taxi, quel était l'âge moyen, quelle était la consommation moyenne, qui permet derrière, in fine, d'atterrir sur ces résultats finaux que j'indique ici, avec des facteurs d'émission sur ce cas particulier. Le tramway, j'en ai parlé, qui nécessitait de passer par le facteur d'émission de l'électricité au préalable. Et sur les autres données qui permettent de produire ces résultats, on a aussi travaillé sur le taux d'occupation moyen par type de véhicule, et on est allé sur des facteurs d'émission avec des unités qui sont celles que l'on peut avoir lorsque l'on mène un travail à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'un territoire, qui sont des nombres de passagers, des nombres de personnes qui prennent tel ou tel type de mode de transport. Deuxième exemple, et j'en aurai terminé sur cette présentation, au niveau du transport de marchandises, toujours sur le périmètre marocain. Ici, on retrouve, on a souhaité, on a pensé pertinent de s'appuyer sur la terminologie du ministère des Transports pour caractériser les types de véhicules de marchandises en circulation au Maroc. Donc ça, c'était aussi dans l'optique d'un inventaire réalisé à l'échelle d'une entreprise. Elle va avoir tel ou tel type de véhicule sur lequel on a ici les données de consommation au kilomètre et des données exprimées également en tonnes kilomètres, qui est généralement l'unité qu'on retrouve quand on veut approcher cette question du fret de marchandises, avec une information que je n'ai pas présentée là, mais qui est le tonnage moyen de chaque type de véhicule. Et puis derrière, l'intégration, comme pour le cas du transport routier, du poids carbone lié à la fabrication des véhicules. Et on retrouve ces deux unités potentiellement intéressantes pour un travail d'inventaire, soit en véhicule kilomètre, soit en tonnes kilomètre. Et puis dernière étape, l'intégration globale de toutes les composantes du facteur d'émission, la fabrication, la composante amont, donc avant la phase de combustion, et puis le volet lié à la combustion, avec deux types d'unités qui sont rapportées en véhicule kilomètre ou rapportées en tonnes kilomètre, selon la donnée d'activité qu'on va avoir en amont. J'ai quelques éléments de retour, de recommandations. Sur la construction de facteurs d'émission spécifiques, de mon point de vue, c'est un projet en soi. En tout cas, c'est tel quel que nous les avons menés en collaboration avec l'ADEME et puis les deux organisations que j'ai citées au Maroc et en Tunisie. Ça prend du temps, ça nécessite des moyens qui sont effectivement qui sont non négligeables. Ça nécessite a priori un portage institutionnel assez fort pour avoir accès à ces données du pays. J'ai cité beaucoup le ministère des Transports, mais on a également, puisque ça ne concernait pas que le transport, on a également échangé avec d'autres représentants ministériels, d'autres études menées sur la zone donnée.
Et ça peut être également l'occasion, le développement de facteurs d'émission spécifiques, l'occasion, de mon point de vue, de nouveau d'embarquer des entreprises et de construire un écosystème au niveau local. Dans le cadre du projet au Maroc, on avait identifié une 50aine d'entreprises sur lesquelles il nous semblait particulièrement intéressant d'accompagner l'élaboration de bilans carbone. Donc, c'était les grandes entreprises sur différents types de secteurs. Hein. Je vais zoomer ici sur le tableau, mais ça vous permet de voir qu'on avait essayé d'identifier d'une part tous les ministères, mais également des entreprises dans le secteur du transport aérien, ferroviaire, maritime, des entreprises qui produisent des matières premières qui sont ensuite potentiellement utilisées dans d'autres entreprises, des entreprises également dans le secteur des services, dans le secteur des déchets, qui permet de créer un ensemble de retours d'expérience, d'élaboration d'inventaire, qui derrière peuvent nourrir des futurs facteurs d'émissions notamment sur tout ce qui concerne les achats de biens, de services, donc toujours dans une logique empreinte carbone à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors, je vais rappeler, parce qu'il y a eu plusieurs interventions dans ce sens dans le bar de chat, sur bien rappeler la différence entre les facteurs d'émission liés aux inventaires nationaux et les facteurs d'émission liés à la comptabilité carbone et à l'empreinte carbone en fait, des produits ou d'activités. Hein. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes choses. Là, Léo, vous étiez beaucoup plus sur la comptabilité carbone, bien sûr. Donc voilà, on est allé de l'un à l'autre hein, au cours de cet atelier Climate Change, hein, mais on a bien ces deux choses différentes. Je voulais simplement revenir un tout petit peu sur les facteurs d'émission et notamment sur des secteurs d'activité qui sont, les facteurs d'émission liés aux empreintes carbone, et notamment sur des secteurs qui sont particulièrement à enjeu pour l'Afrique, et notamment une question qui se pose très souvent par rapport aux facteurs d'émission ou par rapport à la comptabilité carbone autour des déchets, de la gestion des déchets. Alors on a non seulement sur la question des déchets un manque de données d'activité, donc c'est un vrai problème structurel dans la plupart des pays, compte tenu souvent de la faiblesse des collectes de déchets qui sont limitées. Est-ce que, à votre connaissance, donc là je m'adresse vraiment à tous les intervenants, vous avez des exemples de travaux intéressants sur vraiment ces facteurs d'émission liés aux déchets spécifiques aux territoires africains et aux pratiques africaines. Je laisse ceux qui veulent répondre, et même parmi les participants, si vous avez des exemples d'initiatives à partager, parce que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Alors, moi, juste à titre d'exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Africa Global Recycling, AGR, qui se situe au Togo, et qui ont participé à une formation bilan carbone. Et du coup, on avait échangé avec eux parce que justement, soit ils n'avaient pas en tout cas de facteurs d'émission spécifiques sur les déchets, mais en tout cas, ils réalisaient déjà, eux, leur bilan global. Et potentiellement, après, en réaffectant au prorata, ils pouvaient identifier déjà le bilan global de leur activité de recyclage et avoir un début de facteur d'émission, même si c'est peut-être un facteur d'émission global et qui ne serait pas spécifique à une matière particulière. Mais voilà, en tout cas, il y a des entreprises, ça c'est un des moyens qu'on a évoqué quand on n'a pas de facteur d'émission direct, de faire le bilan de l'organisation totale pour pouvoir au moins avoir une donnée sur... D'accord, merci beaucoup. Alors, on va bien sûr partager les supports de présentation à la fin de cet atelier. Nous avons en ligne enfin Georges Coité qui va remplacer Mamadou Batienne qui devait intervenir. Mamadou Batienne qui est point focal national RED+ au Burkina Faso. Monsieur Coité, vous êtes bien avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour. Je vous remercie d'intervenir du coup à la volée. Et
Du coup, je voulais vous interroger sur l'expérience du Burkina Faso, vraiment sur la question, enfin, sur la construction de facteurs d'émission spécifiques, en tout cas plus adaptés au territoire et aux pratiques du Burkina, notamment sur le secteur de l'usage des sols et des forêts. Est-ce que vous avez une expérience particulière à partager pour le Burkina de ce point de vue? Merci. Effectivement, il faut déjà dire que le secteur AFAT, comme on le dit, est assez important pour le Burkina Faso parce qu'il représente à peu près 85% de ses émissions. Ça, c'est selon la deuxième communication nationale. Donc, du coup, il y a beaucoup d'attention prêtée à ce secteur-là. Et de l'autre côté, la vulnérabilité du Burkina Faso, qui est un pays sahélien, a vraiment impulsé un certain nombre d'initiatives assez, disons, assez tôt par rapport à l'engouement qui existe aujourd'hui au niveau international pour les questions de changement climatique. Donc, au Burkina Faso, il faut distinguer en fait deux niveaux. Le niveau national et le niveau, je dirais, des projets et initiatives. Au niveau national, le pays est aujourd'hui en train de finaliser sa troisième communication nationale. Et disons que jusqu'ici, c'est surtout effectivement les lignes directrices du GIEC qui ont été suivies pour l'élaboration de ces différentes communications nationales. Avec des facteurs d'émission bien souvent par défaut. Également au niveau national, il faut voir la RED+, qui a démarré autour de 2015, effectivement, au Burkina Faso, et qui a aussi permis, en fait, de développer un niveau de référence des forêts, mais cette fois-ci, qui allait un peu au-delà de ce qui s'est fait au niveau de la communication nationale, en utilisant ou en développant des facteurs d'émission plus spécifiques, effectivement, au pays. Et finalement, comme je disais, il y a au niveau des activités, parce que ces deux niveaux de comptabilisation, il faut dire, ne permettent pas souvent effectivement de suivre les activités proprement dites sur le terrain. Donc, du coup, il y a aussi eu tout un travail de développement de facteurs d'émission pour des activités précises dans le cadre des projets, par exemple. Ça peut être des projets concernant les foyers à améliorer ou des activités de reboisement. Donc, ce qu'il faut dire pour se recentrer sur la question des facteurs d'émission et que la RED+ a vraiment permis au pays de faire de grosses avancées. En capitalisant sur les informations qui étaient déjà disponibles pour produire effectivement des facteurs d'émission propres au pays. Notamment pour la RED+, des réservoirs de carbone ont été identifiés, notamment la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le carbone organique du sol également, et puis le bois mort. Et comme je le disais tout à l'heure, il existait déjà en quelque sorte des acquis, notamment pour la biomasse aérienne. Le pays s'est basé en fait sur les inventaires forestiers qui ont été réalisés au niveau national, et plus précisément le deuxième inventaire forestier qui avait effectivement pour mandat de produire en quelque sorte les volumes de bois ligneux disponibles dans le pays. Donc, cette information a permis en fait d'appliquer des facteurs de densité pour finalement avoir effectivement des facteurs d'émission propres aux différents types de formations végétales sur le territoire national. Et également pour le carbone organique du sol, le pays effectivement avait déjà mis sur pied une institution, le Bureau national des sols, qui disposait
des profils des différents sols de 12 régions parmi les 13 régions du pays et qui ont servi également pour la détermination des facteurs d'émission liés effectivement au carbone organique du sol. Et puis, finalement, avec le soutien lié à la RED+, une étude a été lancée qui a permis de développer des facteurs d'émission pour la biomasse racinaire. Donc, effectivement, j'essaye d'être assez rapide parce que je peux voir le temps. Effectivement, au niveau de la RED+, les résultats obtenus ont permis effectivement d'amender le travail qui s'est fait actuellement sur la 3e communication nationale, notamment l'arrimage entre les données sur les forêts et la RED+. Ça veut dire que le travail sur la RED+ a vraiment permis de fournir des facteurs d'émission beaucoup plus précis pour néanmoins le secteur AFAT dans le cadre des inventaires de gaz à effet de serre au niveau national. Donc, voilà un peu comment nous nous y sommes pris pour obtenir ces données-là. Et en termes de précision, disons que pour la plupart, on s'est retrouvé surtout au niveau 2, le tiers 2, parce que notamment pour la biomasse aérienne, on a appliqué les facteurs de densité par défaut, mais les autres éléments de volume étaient des éléments propres au pays. Pour le carbone organique du sol aussi, on a dû utiliser des éléments grossiers qui étaient par défaut, mais les autres, effectivement, étaient des données vraiment pays. Et pour le carbone racinaire, c'est du tiers 3 parce que tout le travail a été réalisé au niveau national et même au niveau du pays, on est allé jusqu'aux différentes régions. Donc, peut-être en conclusion ou en termes effectivement d'expérience, il faut dire que c'est surtout la capacité, la disponibilité des données qui a été un véritable défi pour produire ces facteurs d'émission-là parce que les données existaient et se retrouvaient dans diverses institutions. Il fallait effectivement pas mal d'échanges et tenir compte de la nature, du statut juridique aussi de certaines institutions qui doivent, par exemple, vivre de leurs données. Et donc, à ce moment-là, il fallait voir s'il fallait que les formes de collaboration, par protocole, par contrat, des aspects pareils, quoi. Et donc, notre expérience nous a permis de comprendre qu'il est important, effectivement, de déjà créer au niveau national un dispositif pour cet échange d'informations et de partage de données. Et l'autre aspect, c'est qu'avec le secteur AFAT, il y a beaucoup plus de complexité parce qu'en travaillant, par exemple, sur un sous-secteur comme la foresterie, il faut également prendre en compte ce qui se passe au niveau de l'agriculture ou, par exemple, ou aussi de l'élevage. Donc, il faut vraiment une synchronisation et parfois, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui travaillent sur ces différents sous-secteurs. Et nous, on a eu cette expérience où on a effectivement, quand on définissait, par exemple, la forêt, on a pris en compte les parcs agroforestiers et on s'est rendu compte après, effectivement, au niveau des facteurs d'émission, que la catégorie parc agroforestier au Burkina Faso était plus représentative de l'agriculture que de la foresterie. Ça veut dire, en le prenant en compte, dans la foresterie, on aurait effectivement eu ou oublié une grosse partie des émissions liées, par exemple, à l'utilisation des engrais chimiques. Donc, il y a effectivement une nécessité de vraiment établir au niveau national un cadre cohérent pour le développement effectivement de ces facteurs d'émission afin d'éviter des pertes de temps. Et après, le dernier aspect, comme les autres participants l'ont déjà dit, c'est aussi un aspect financier parce que produire effectivement des facteurs d'émission, ça coûte assez cher. Il faut, s'il vous plaît, coupez les micros. Pour les gens qui n'interviennent pas, merci de couper vos micros. S'il vous plaît. Il faut effectivement
un ensemble d'acteurs. Il faut mobiliser un certain niveau d'expertise et il faut avoir un cadre qui permet de reproduire à chaque fois tout en améliorant effectivement le niveau de précision de ces facteurs d'émission. Donc, je pense qu'en résumé, voilà ce que… Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté. C'était vraiment très concret et je pense que ça mérite de montrer un exemple très précis. Et du coup, je vais reposer la question par rapport, vu les difficultés qui existent pour travailler, pour créer sur des facteurs d'émission plus adaptés aux territoires africains. Est-ce que, en particulier, en plus sur le secteur AFAT, donc sur la foresterie, l'usage des sols, est-ce que des coopérations régionales ou panafricaines existent pour travailler notamment sur des facteurs d'émission par zone agroécologique ou par zone, par type de forêt ou de densité de forêt? Est-ce que vous avez une expérience ou quelques pistes comme ça à nous partager sur ces coopérations régionales? Merci. Disons que actuellement, effectivement, pour le travail qui a été fait, c'était vraiment propre au pays. Il n'y a pas eu d'expérience ou de collaboration avec le niveau sous-régional, mais le besoin effectivement se fait sentir et il y a quelques initiatives qui sont de coopération sud-sud, notamment, qui sont en train de se développer. Ce n'est pas encore complètement formalisé. C'est par exemple des appuis ou comment dire, il y a eu cette initiative avec un ensemble de pays de la sous-région pour soumettre, par exemple, une demande de financement afin de soutenir ces pays-là pour développer effectivement un cadre commun de production des facteurs d'émission et de partage d'expériences sur ces réalités. Donc, je dirais que c'est plutôt en perspective, mais juste ici, il n'y a pas eu de cadre de collaboration pour ces aspects-là, du moins pas à ma connaissance. Il faut que je mette mon micro, sinon ça ne sert à rien. Il y a probablement des messages de plaidoyer aussi à faire passer vis-à-vis probablement d'acteurs de la coopération et des acteurs institutionnels régionaux aussi en Afrique pour travailler, se saisir quand même de ce sujet-là, puisqu'il y a certainement des synergies à exploiter entre les pays de ce point de vue-là. On est déjà hors du temps parti pour cet atelier, donc je suis un peu obligée de conclure en vous disant deux choses. Alors, d'une part, c'est qu'on va partager là, les résultats du sondage Mentimeter que nous vous avons posé au début. Et simplement pour vous donner quelques éléments sur la suite de tout ça, parce qu'on est vraiment dans une idée de progression et de partage d'initiatives par rapport à ces initiatives, par rapport à ces projets autour des facteurs d'émission. Donc peut-être la première chose, c'est qu'on va vous envoyer évidemment le compte-rendu de cet atelier. On vous fera parvenir également une synthèse du cycle d'ateliers qui a eu lieu concernant les données climat en Afrique, donc à travers vos boîtes mail respectives. Et puis, je vous propose que vous restiez informés sur la suite de ces ateliers. Est-ce que nous envisageons de faire, au nom de l'association Climate Chance, justement pour favoriser un maximum de synergie entre les différents acteurs, de favoriser aussi les initiatives de coopération entre les acteurs, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent avec des idées très pertinentes, mais qui restent relativement isolées. Et il y aurait certainement matière à davantage partager les exemples. Donc, Climate Change va continuer ses activités par rapport aux données climat en Afrique. Donc, tenez-vous informés et n'hésitez pas à poster vos initiatives sur la cartographie de l'action du site climatechange.org.
sur lequel vous pouvez aussi partager vos initiatives et vos idées. Amaury ou Justin, est-ce que vous voulez nous partager les résultats du Mentimeter? Alors peut-être en dernier point aussi, par rapport à cette suite sur ces ateliers, sur ce cycle d'ateliers, l'objectif c'est aussi de travailler sur un plaidoyer. Enfin, l'objectif c'est de rassembler les priorités des acteurs non étatiques sur les 3 différents sujets que nous aurons abordés dans ce cycle d'ateliers, pour aussi les porter au devant des acteurs, notamment de la coopération, pour faire du plaidoyer au nom des acteurs non étatiques. Donc là, en l'occurrence, sur les résultats du questionnaire, dans quelles difficultés avez-vous éprouvé lors de l'utilisation des facteurs d'émission? Donc, alors une personne a dit qu'il n'y avait aucune difficulté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Ensuite, les difficultés, elles sont d'abord liées à des difficultés d'accès à l'information et aux bases de données sur les facteurs d'émission, effectivement, comme on l'a répété à plusieurs reprises, avec souvent des bases de données qui ne sont pas nécessairement accessibles, des difficultés techniques en deuxième lieu, et enfin des difficultés liées au secteur spécifique que vous traitez. Je vais prendre juste 2 minutes encore pour laisser éventuellement nos intervenants réagir à ce rapide sondage. Mathieu, par exemple, est-ce que, en mot de conclusion, est-ce que tu souhaites réagir? Je crois que c'est surtout les experts techniques qui pourront être beaucoup plus pertinents que moi pour commenter ce graphique. Maintenant, je pense que ça montre qu'il y a effectivement un besoin de renforcement de capacité et également de ressources supplémentaires pour pouvoir surmonter les obstacles, les difficultés techniques qui sont identifiées par les participants, notamment dans certains secteurs, j'imagine. Je trouve que la façon dont Georges Kouaté nous a parlé du secteur AFAT était extrêmement intéressante parce que c'était très concret et on voyait bien comment un mécanisme comme RED+, pouvait tout d'un coup être un vrai levier pour rentrer dans le détail des modalités, je dirais, de collecte d'informations pour établir les facteurs d'émission. Mais voilà, je ne suis pas un expert technique et je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je me permettrai de passer la parole aux vrais experts du sujet. Voilà, merci. Alors peut-être je vais laisser la parole à Joriatou et puis on conclura là-dessus, comme ça on a un équilibre de genre. Merci. C'était très intéressant d'avoir du coup ce point de vue aspect technique, aspect gouvernance, aspect pratique aussi sur le terrain. Finalement, mon dernier mot, ce serait de bien garder en tête les différents niveaux de comptabilité qu'il peut y avoir et les objectifs, que ce soit pour les objectifs de reporting ou des objectifs de démarche continue plutôt pour les organisations, même si on a vu que les collectivités étaient un petit peu balancées entre les 2 objectifs. Mais finalement, tout converge vers la réduction des émissions pour mener à bien la transition énergétique et climatique. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée qu'on n'ait pas pu prendre plus de questions. Néanmoins, on les a toutes relevées et puis on essaiera de les adresser aux intervenants par mail. Mais on essaiera de faire au mieux de ce point de vue-là. Vous étiez nombreux. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et à très bientôt avec les activités de Climate Change. Merci beaucoup aux intervenants et intervenantes pour leur participation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ok, merci. 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 Merci beaucoup. Allez, au revoir.